Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG, à nos côtés en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on est encore marqué par ce mois de novembre dont on sort à peine, qui a été un mois historique, je le disais, sous différentes métriques, notamment pour le portefeuille global 60-40, actions et obligations, avec ce facteur taux qui a ramené un certain nombre d'indices actions sur des sommets annuels, voire des sommets historiques. Ouais, c'est clairement le thème du mois de novembre, et c'est ce qui est assez frappant, et moi qui a dépassé mes attentes très clairement, c'est la réactivité et le degré de réaction, la vitesse de réaction du marché action à l'ajustement des taux, qui a été je dirais sensible, oui, mais pas non plus complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a bien compris pourquoi les taux ont commencé à lâcher tout doucement, des statistiques un peu moins bonnes aux États-Unis, des chiffres d'inflation qui continuent de refluer. Donc ça, le mécanisme, on le comprend bien. La vitesse de réaction du marché m'a en revanche surpris. C'est-à-dire, je pensais qu'on aurait pu avoir effectivement, autant on le verra sur les indices tout à l'heure, les niveaux de support, on pensait qu'il serait dangereux de vendre plus bas, donc l'action ne s'est pas trompée, autant la capacité à réagir du marché, le squeeze, les flux aussi qui sont arrivés là derrière, ça je trouve ça un peu plus interpellant. L'effet taux a été démultiplié dans l'univers action. C'est ça, exactement. Et pour autant, on voit que les banques centrales à ce stade, c'est-à-dire que si le marché action joue l'effet taux, ce qui est le cas, il faut aussi, assez rapidement je pense, que la rhétorique des banques centrales accompagne, abonde ce mouvement-là, abonde dans ce sens. Parce que sinon le message ce serait quoi? C'est de dire on déploie de nouveau les multiples, forward notamment, mais si les banques centrales n'offrent pas rapidement la garantie que oui, le pivot est bien pour le T2 et voire milieu T2, voire peut-être même début T2 pour la BCE, ce qu'on voit sur l'euro, les anticipations, l'euro qui est un peu bas aussi, ça tire les marchés actions européens, parce que le marché se dit que probablement la BCE cette fois-ci ira avant la Fed. Si rapidement tout ceci ne se met pas en place dans la bouche de Christine Lagarde ou de Jérôme Powell, le risque, il est qu'effectivement, à un moment donné, le marché soit un petit peu parti trop vite. Et en fin de semaine dernière, je pense que beaucoup attendaient ce moment-là, c'est l'intention de Jérôme Powell, parce que finalement, dans la semaine, on a vu des grands écarts au niveau des speakers de la Fed. Ça avait commencé avec un speaker Christopher Waller, qui avait clairement, lui, commencé à parler d'hypothèses de baisse de taux si l'inflation va de manière cadencée vers 2%. Donc, c'est le tout premier qui entrouvre la porte des baisses de taux. Et à la suite de ces propos, d'autres de la Fed, Parkin ou autres, 3 ou 4, sont exprimés. Eux, en revanche, mettaient le curseur beaucoup plus à droite. En gros, on parle trop prématuré de baisse de taux, exactement. Et donc, Jérôme Powell, c'était un peu la conclusion de tout ça, il s'est quand même placé plutôt à droite, Jérôme Powell. Il a reconnu classiquement que l'inflation a fait des progrès, que l'emploi s'était un peu détendu, mais il y a eu des mais à chaque fois. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais le marché de l'emploi reste encore très fort, pour prendre ses propos. Il dit, et ça c'est même assez surprenant comme phrase, il dit nous ne sommes pas encore sûrs que les conditions financières soient suffisamment restrictives, alors que jusqu'à présent le discours c'était elles le sont pour ramener l'inflation à 2%. C'était moins la question du sont-elles suffisamment restrictives que la question du plateau qu'on allait devoir traverser. Et le marché a une oreille très sélective par rapport à ça, vous dites, Alexandre. C'est intéressant parce qu'ils ont tellement tordu la forward guidance depuis 18 mois que ce moment est intéressant. On voit que leurs paroles, alors je ne vais pas dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, elle est là et elle est solide, mais on voit bien que dans ce moment-là où on guide les marchés vers les données, le marché il fait ce qu'on lui dit. Il suit les données, il est forward-looking, et finalement la rhétorique des banquiers centraux est peut-être un peu secondaire. Oui, c'est possible. C'est sûr que l'épisode qu'on avait eu pendant 3 mois... Mais c'est un risque, j'entends bien, mais c'est sûr de ne pas écouter ce que disent les banques centrales. Disons, encore une fois, la réaction initiale me paraît juste, parce que pendant 3 mois, on souhaitait T3 très très résilient, et toutes les stats américaines qui étaient toutes meilleures les unes que les autres, effectivement, ça repoussait ce sentiment, et on disait, mais finalement, il y aura peut-être 1 voire 2 hausses de taux de plus. Donc, d'un seul coup, avoir eu des rapports sur l'emploi moins bons, des ISM un peu moins bons, JOLTS moins bons également, voilà, les choses ont commencé à se mettre en place. Mais c'est plus la fonction de réaction, la vitesse de réaction qui me paraît effectivement, et j'ai l'impression que les banquiers centraux, ça peut un peu les gêner parce que, encore une fois, la lutte contre l'inflation, c'est un combat de longue haleine. Et si même à la marge, les détentes des conditions financières, on commence à voir ce taux de crédit aux États-Unis, le taux de 30 ans qui est à 8% et quelques, qu'on les retrouve plutôt vers 7% désormais, 7,2, 7,3. C'est pas tout à fait 100 points de base de moins. Je ne dis pas que ça va amener d'un seul coup une respiration phénoménale sur le marché du crédit immobilier aux États-Unis, mais ça peut contribuer à freiner le retour d'inflation à 2%. Et il me semble que ça, c'est quelque chose que les banques centrales ne veulent pas
voir ou prendre le risque de voir. Elles ne laisseront pas le marché aller trop loin dans l'assouplissement des conditions financières. Le mois de novembre a été un mois de spectaculaire assouplissement des conditions financières. Les spreads de crédit se sont resserrés, le dollar a baissé, le pétrole aussi apporte un peu d'air, etc. Et les marchés actions, bien sûr. Venons-en au DAX, qui marque, je crois, ce matin, un nouveau sommet historique, Alexandre. Qui parfois de manière incroyable et qui même dépasse. On parle de l'Allemagne comme le maillon faible de l'Europe aujourd'hui. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vous voyez, la zone en violet, c'est ce qu'on voyait il y a quelques semaines ensemble. On disait, voilà, sous cette zone, il y a assez peu de chances d'un point de vue de l'envie des investisseurs d'aller en dessous, parce que le gros de la purge, en gros, c'est 2022. Donc, ça ressemblait plus à un écho de 2022 en plus faible. On disait, attention, sous 15 000, il y aura pas beaucoup d'opportunités, il ne faut pas être trop vendeur là-dessous. Donc là-dessus, on ne s'est pas trompé. Par contre, dire on va passer de sous 15 000 vertical, à 16 000 à sommet, là, ça allait un peu vite. Et c'est vrai que oui, le pattern global, c'est celui dont on pense que ce sera le bon dans les mois à venir. Ça, en gros, on a un énorme biseau qui passe par les creux de 2020, 2022, vous reliez les sommets. Ça vous donne, je pense, la trajectoire dans les mois et ensuite sorti par le haut du biseau. Donc, on est toujours optimiste moyen terme, si vous voulez. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on ait un double top sur le DAX, ce genre de choses. Mais en revanche, le biseau, comme pour le CAC 40, est extrêmement large. Et cette zone, en gros 15 000 et 16 000 et quelques, moi, je verrai aujourd'hui plein d'arguments pour y rester. On parle du DAX, donc c'est un indice assez peu de valeur de croissance, beaucoup de valeur domestique quand même, ou en tout cas européenne. Ce qu'on voit de l'Europe, même si ça se stabilise un peu au niveau des PMI d'activité, manufacturier notamment, ça se dégrade plus en tout cas. La partie service, ça continue de se dégrader. Donc on peut se dire, donc le DAX, il joue finalement la stabilisation du PMI manufacturier. Mais entre jouer une stabilisation et jouer une expansion, là on a l'impression qu'il joue l'expansion. Il joue un PMI qui serait revenu au-delà de 50. Comme pour la Chine, on comprend bien le lien Allemagne-Chine, etc., sur les flux. La Chine aussi, on en parle régulièrement. On voit que ça s'est stabilisé un peu sur le high yield chinois, dans la partie notamment de l'immobilier. Donc, on voit les PMI d'activité se stabiliser aussi un peu en Chine. Donc, on peut comprendre qu'il y a une envie de remettre un peu de DAX dans ses portefeuilles. Mais de faire du point A au point B en ligne droite, sans étape, voilà, c'est là que moi, je suis moins à l'aise. Et encore une fois, par sa composition... Se dire que les multiples repartent tout de suite comme ça, moi je verrais bien, encore une fois, il y a ce que moi je verrais, puisque le marché en fera, je verrais bien une pause quand même sous les sommets. Pour moi, les sommets ne doivent pas passer tout de suite dans une optique qui serait une optique, encore une fois, disons, de consolidation, hein, pas de retournement ou autre, mais une consolidation. Les mouvements sont tellement abrupts que parler encore d'un range de 10% pour le DAX, pour moi, n'aura absolument rien de fou par rapport au valo, par rapport à la macro, par rapport au niveau technique aussi. Donc pour moi, je suis assez peu appétant à ce niveau-là. Au-delà de ces niveaux, vous dites, on bascule dans une forme de complaisance ou d'anticipation un peu trop lointaine qui devient un risque pour les investisseurs. Tout dépend de son portefeuille. Si effectivement on achète, et ça c'est plutôt effectivement la partie des gestions, sur des horizons de plusieurs trimestres, il n'y a pas d'obstacle, on disait ça il y a déjà quelques semaines, donc on ne se renie pas là-dessus. Si c'est dans une optique de 12, 18, 24 mois, évidemment, pas de souci pour mettre du DAX. Si c'est dans une optique un peu de swing, ou de travail des mouvements de quelques jours à semaine, moi je verrais bien quand même plutôt un retour des retracements de 5, 6, 7% dans cet espace-là, entre la partie violette et la partie rouge, plutôt qu'une accélération vers le sommet et au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire des grandes valeurs tech américaines à travers donc l'indice Nice Fang Plus, qui comprend aussi, je crois d'ailleurs, des valeurs tech chinoises. Hein, il n'y en a plus. Il y en a plus. À l'époque, il y en avait. Donc c'est toujours 10, 11 valeurs, mais j'ai vérifié. Peut-être qu'il en reste une, mais en tout cas, à l'époque, il y en avait 3 et ça a été sorti. Mais en tout cas, ça reprend les 7 magnifiques qui pèsent plus de 80% de l'indice. On nous dit que le mois de novembre a été un mois de rallye élargi. Oui, tout y est passé, les small, les larges, la value, la tech, etc. On note quand même là depuis quelques jours que par exemple des indices un peu plus cycles, type Dow ou autres, surperforment. On le voit aussi la partie européenne, hein, typiquement le DAX, il n'y a pas beaucoup de croissance là-dedans, ça performe bien. Et la tech, en revanche, on voit depuis, vous voyez, il y avait le sommet de 2021 qui était donc largement corrigé. Ensuite, on repart très vite, le thème intelligence artificielle qui booste, hein, qui permet de passer dans le record historique là-dessus. Les 3 mois dont on parlait, un T3 où ça consolide un peu de biseau comme ça, canal baissier. Donc on sort très vite par le haut. Voilà, la sortie par le haut, on la comprend du point de vue de la détente des taux. Après, qui une force motrice pour permettre de rester tous ces sommets et de continuer à accélérer derrière. On connaît tous ces performances. En gros, les 7 magnifiques qui font 3/4 de la perf du S&P. Au-delà de ça, c'est l'aspect taux qui, pour moi, au-delà de l'aspect poids dans le S&P ou autre, c'est l'aspect taux. Pour moi, les taux, oui, sont sur une partie, on a touché le plafond. Ça, il y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Pas d'hausse de taux supplémentaire à prévoir. Mais un effet de consolidation qu'il va falloir. Vous voyez des valeurs comme Microsoft ou autres, ça devient
questionnant sur la dynamique, sur les multiples. Les derniers résultats, même si on voit qu'on est sorti de la phase de contraction des bénéfices aux États-Unis, troisième trimestre consécutif, on est sorti là sur la dernière publication. Est-ce que pour autant on doit jouer l'expansion à nouveau des multiples sur les bases actuelles des taux? Donc pour moi, je verrais bien, vous voyez, un retour. Je sais que c'est un peu négatif, mais je verrais bien un pullback sur l'ancienne zone de consolidation, l'espèce de canal baissier, revenir dans cette zone et finalement élargir la zone de consolidation. C'est entre le point bas du T3, grosso modo, avant le squeeze. Je verrais bien cette zone-là devenir un peu une zone de range pendant quelques mois et donc réintégrer pleinement cette zone-là pour les valeurs tech américaines. Donc c'est pas hyper baissier, mais c'est plutôt consolidant plutôt qu'un rallye cadencé vers de nouveaux records. Où va le pétrole, Alexandre? Le pétrole, on retrouve le thème macro dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les actions aussi, cette divergence massive entre ce que font les matières premières, en tout cas le pétrole. Ouais. Le cuivre, c'est un peu plus nuancé sur la partie industrielle. On comprend que la Chine rassure un tout petit peu. On voit dans les métaux industriels, c'est un peu stabilisé. Mais sur le pétrole, vous avez d'un côté la baisse du pétrole qui peut contribuer aussi à la détente des taux, par le fait qu'on pense qu'il y aura du coup de moins en moins de chances d'avoir une inflation qui reparte si l'énergie ne repart pas elle-même. Donc on comprend que ça puisse contribuer à la détente des taux. De l'autre côté, à quel moment la baisse du pétrole devient un macro-négatif. Macro, ouais, exactement. Et là, vous voyez, il y a eu un rebond la semaine dernière qui a été très très vite vendu par les opérateurs, et on retape des zones à 72, 73, qui sont vraiment des zones très marquées d'un point de vue technique. Si ça lâche, vous avez derrière des zones, c'est 5-6 $ plus bas quand même. Donc ça commence à faire des zones où l'Arabie Saoudite sera évidemment confortable, l'OPEP+ sera inconfortable. On peut expliquer le fait que le pétrole, jusqu'à présent, une partie de la baisse s'explique par le fait que les États-Unis, eux, produisent de manière moins depuis en activité, mais qui produisent de manière... on a battu les niveaux pré-Covid d'ailleurs, en termes de production globale. Donc ça peut s'expliquer par cette... Mais à la fois, on entend qu'on est toujours en déficit de capacité et que l'économie a plus besoin de pétrole qu'il n'en arrive. Pour autant, le pétrole continue de baisser. Donc à quel moment ça devient un projectif de ralentissement à venir? Et moi, si vous voulez, si on commence à passer avec le pétrole sous les 72 et qu'au moment les indices retracent un peu, c'est assez courant, c'est le thème macro qui l'emporte. Pour jouer long pétrole, pour moi, il faut que les indices ne lâchent rien du tout, que le pétrole remonte à 76-77. Et à ce moment-là, on aura la thématique, la macro tient, le pétrole va commencer à jouer ça, et là on joue un rebond à 85 et 82, 85, voilà. Mais là on a une espèce de carrefour quand même entre les divergences sur la partie indicielle, le sentiment, et ce que le pétrole nous montre, qui pour l'instant est quand même très pesant. Compliqué, hein, effectivement. Bon, il y a la question de la demande pour le pétrole, mais l'offre aussi, vous l'avez dit, c'est quand même une offre qui s'est améliorée avec les États-Unis, et puis même l'Iran, là aussi, c'est difficile de mesurer, mais c'est quand même, voilà, il y a une offre quand même qui s'est améliorée de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre éclairage technique chaque lundi, 13h30 en direct, à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast, le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.